Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'intestin irritable, un sujet qui a été énormément demandé sur ma chaîne, tant ici que sur ma chaîne Instagram, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez plus, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. J'ai décidé de scinder la présentation du syndrome de l'intestin irritable en 3 vidéos. La première vidéo qu'on va faire juste maintenant, dans laquelle on va parler épidémiologie, physiopathologie, quels sont les symptômes de l'intestin irritable et comment faire pour poser le diagnostic, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Une seconde vidéo qui sortira un peu plus tard sur les traitements connus à l'heure actuelle pour gérer cette pathologie-là. Et enfin, la troisième vidéo sera une FAQ. Je récupérerai l'ensemble de vos questions que vous aurez laissées dans les commentaires des 2 vidéos et j'y répondrai lors de la fameuse troisième vidéo. Si vous êtes prêts pour ce sujet, c'est parti, je vous laisse avec la suite. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Pour commencer, parlons de l'épidémiologie de cette affection qui est le syndrome de l'intestin irritable. Il faut savoir que dans les études menées aux États-Unis et en Europe, la prévalence de l'intestin irritable en population générale est de 5 à 10% de la population. Quand on regarde les patients étant avec un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, la prévalence des femmes est supérieure à celle des hommes et les patients avec des troubles psychologiques, alors c'est très vaste troubles psychologiques, ça peut être des patients qui ont quelquefois des anxiétés, à des patients qui ont des véritables comorbidités psychiatriques. Donc le trouble anxieux, grosso modo, va plutôt correspondre à ce type de population-là. Donc plutôt des femmes jeunes avec un terrain qui est anxieux. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, c'est ce qui ressort des études observationnelles. Ce n'est pas du tout pour rentrer dans le cliché, avec des gros guillemets, de l'hystérique, comme on pouvait l'entendre il y a des siècles en pathologie médicale, en médecine. À l'époque, les patientes qui avaient des douleurs un peu sans explication, etc., ont été considérées pendant très longtemps comme étant des hystériques. Ne vous froissez pas, c'est de l'histoire de la médecine, je vous rapporte simplement les faits. À l'heure actuelle, heureusement que les choses ont évolué et ont changé, mais pour le syndrome de l'intestin irritable, ce qui ressortait, c'était que c'était plutôt des femmes jeunes avec un terrain anxieux sous-jacent. Bon, c'est une chose à prendre avec des pincettes, mais au moins, on sait un petit peu à quoi correspond cette pathologie-là, et ça peut pousser aussi des axes de recherche, de rechercher des liens entre anxiété, dépression, maladie psychiatrique et intestin irritable. Voilà, c'est pour vous donner un peu ce qui ressortait dans les études. Ne soyez pas froissés, c'est pas parce que vous avez un syndrome de l'intestin irritable que vous êtes forcément porteur d'un trouble anxieux ou d'un trouble psychiatrique quel qu'il soit. Quelle est la physiopathologie du développement de l'intestin irritable? À l'heure actuelle, de nombreuses études sont en cours. On privilégie l'axe de recherche cerveau-intestin. En effet, on a remarqué que les patients, comme je vous le disais juste avant, qui avaient un syndrome de l'intestin irritable, étaient des patients qui avaient très souvent un terrain anxieux, et donc on pense que c'est l'expression de l'anxiété au niveau de l'intestin. Donc les recherches cerveau-intestin sont en cours de développement et en cours d'être réalisées pour voir est-ce que finalement, il n'y aurait pas une molécule qu'on pourrait administrer à ces patients qui va agir sur le cerveau pour calmer l'intestin. D'autres pans de recherche sont en cours évidemment, comme le microbiote fécal. Est-ce que finalement les patients qui ont un intestin irritable sont des patients qui ont une dysbiose, donc un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries de leur tube digestif? C'est un axe de recherche. Il y a évidemment des recherches sur la perméabilité de la barrière intestinale. Si par exemple on part du principe que vous avez mal au ventre parce que vos nerfs qui innervent votre tube digestif sont trop sensibles, sont trop exposés aux bactéries, c'est peut-être que finalement la barrière qui protège vos nerfs de l'intestin est un peu trop fragile, un peu trop abîmée, et donc il faudrait peut-être trouver des médicaments qui pourraient remettre en place cette barrière de protection des nerfs et éviter que vous ayez des douleurs. Donc vous voyez, c'est encore vraiment à l'étape de recherche. La physiopathologie est extrêmement complexe, donc est-ce que c'est finalement le cerveau qui renvoie un message de stress à l'intestin? C'est ce qui paraît logique. Est-ce que c'est les microbes, le microbiote qui est un peu désorganisé et qui va malheureusement créer des douleurs dans le ventre? Est-ce que c'est la barrière de protection des nerfs, donc la barrière au niveau de l'intestin qui fait que les bactéries passent un peu plus, irritent vos nerfs et vous font mal au ventre? Énormément de points de recherche. À l'heure actuelle, je n'ai pas de réponse à vous apporter. C'est ça précisément qu'il va falloir traiter pour améliorer votre intestin irritable. La plupart du temps, comme on le verra dans une deuxième vidéo, il va falloir essayer plusieurs traitements, plusieurs solutions pour essayer de vous en débarrasser. Maintenant qu'on a vu quelle était la prévalence et quelle était un petit peu la physiopathologie connue ou en cours de recherche de l'intestin irritable, on va parler du diagnostic, comment faire pour poser le diagnostic de l'intestin irritable. Poser le diagnostic de l'intestin irritable est quelque chose d'assez complexe. En effet, jusque-là, les recommandations préconisaient de réaliser pas mal d'explorations pour éliminer toutes les maladies organiques connues, comme par exemple la maladie cœliaque, la maladie Crohn, la rectocolite hémorragique. Et une fois qu'on a éliminé l'ensemble des maladies connues et qu'on ne trouvait pas de choses organiques, on pouvait conclure à la présence de l'intestin irritable. Les recommandations tendent à changer car on s'est rendu compte qu'en faisant à tout le monde des coloscopies, la plupart du temps, on ne retrouve
retrouvait rien, et si on retrouvait des choses, c'était des petits polypes qui n'expliquaient pas les symptômes des patients. Donc les recommandations tendent à changer, et les recommandations nous donnent la chose suivante à nous en tant que gastro-entérologue. Si on a un patient qui a moins de 45 ans, qui n'a pas d'antécédent familial de cancer digestif ou de maladie digestive, qu'il n'y a pas de dénutrition, qu'il n'y a pas de signes d'alarme, comme par exemple des rectorragies, du sang dans les selles, du sang rouge, du sang noir, qu'il n'y a pas de diarrhée glaireuse chronique, qu'il n'y a pas de signes d'alarme sur la prise de sang, qu'il n'y a pas d'inflammation dans la prise de sang, comme je vous le disais. Moins de 45 ans, pas de signe d'alarme, pas besoin d'aller faire une coloscopie. Et par contre, il va falloir éliminer des choses simples, comme je vous le disais, l'inflammation, la maladie cœliaque sur les prises de sang. Et si tout est négatif et que vous avez moins de 45 ans, a priori, pas besoin de vous faire une coloscopie. Si par contre, vous allez voir votre médecin, vous avez un tableau qui ressemble à de l'intestin irritable, mais que vous avez un antécédent de cancer dans votre famille, ou que vous avez de la dénutrition ou des signes d'alarme à la biologie ou de l'inflammation, là, évidemment, il va falloir pousser les investigations en faisant éventuellement une coloscopie ou d'autres examens de recherche. Les critères pour poser le diagnostic de l'intestin irritable sont les critères de Rome, tout simplement parce que les savants et les scientifiques se sont regroupés à Rome pour en discuter. Et voici les critères, je vais vous les énumérer. Premièrement, il faut que les symptômes soient périns dans le temps. Ça sert à rien de se réveiller un matin, d'avoir mal au ventre une fois et dire « j'ai le syndrome de l'intestin irritable ». Il faut que les symptômes soient présents au moins une fois par semaine depuis au moins 3 mois. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment chronique et qui prend du temps. On ne peut pas se dire intestin irritable au bout de 2 jours de symptômes. Il faut vraiment que ce soit assez long et périn dans le temps. Quand je vous dis les symptômes, c'est ce que je vais vous énumérer. Il y a un symptôme majeur, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait ça pour rentrer éventuellement dans le diagnostic. Et ce critère majeur, c'est la douleur. Il faut au moins que vous ayez mal au ventre une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, d'accord? Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est assez important et qui peut être vraiment handicapant, et on comprend la notion d'handicap lorsqu'on est porteur du syndrome de l'intestin irritable. Une fois que vous avez ce symptôme majeur, il faut avoir 2 des 3 symptômes suivants. Les 3 symptômes suivants sont des douleurs qui sont associées à la défécation. Donc si par exemple, quand vous allez à la selle, ça vous fait plus mal, ou alors au contraire, quand vous allez à la selle, ça soulage de la douleur, ça c'est un critère mineur. Le deuxième critère mineur, c'est une modification dans la consistance des selles, et ce critère mineur se développe en 2. Soit vous avez l'apparition d'une constipation alors qu'avant vous n'étiez pas du tout constipé, soit vous avez l'apparition d'une diarrhée alors qu'avant vous n'avez pas du tout de diarrhée. Donc on récapitule. Premier critère obligatoire à avoir pour pouvoir parler d'intestin irritable, c'est une douleur abdominale qui est là au moins une fois par semaine depuis les 3 derniers mois. Et ensuite, deux des trois critères mineurs, vous voyez, on s'embrouille facilement. Il faut que cette douleur soit associée à la défécation, donc soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Et enfin, soit vous avez une modification du transit, donc soit vous avez des selles qui étaient régulières et là vous passez sur le versant diarrhée, ou alors vous passez sur le versant constipé. Mais alors vous allez me dire, comment est-ce que je sais si je suis plutôt à tendance diarrhée ou plutôt à tendance constipation? Mon transit, c'est mon transit et c'est hyper subjectif. Pour répondre à cette question, les gastro-entérologues ont pensé à tout. On a développé une échelle d'évaluation de la consistance des selles. Je vous la mets juste ici, on va la détailler ensemble. Cette échelle, c'est l'échelle de Bristol. Vous voyez, elle se décompose de 1 à 7. Grosso modo, si vous avez des selles qui sont 1, 2, de type 1, 2, on parle de constipation. Si vous avez des selles qui sont 6, 7, vous êtes plutôt à l'inverse, tendance diarrhée. Entre les deux catégories, donc 1, 2, 6, 7, donc si vous êtes 3, 4, 5, vous avez des selles qui sont considérées comme étant normales. Pour parler de diarrhée chronique dans un syndrome de l'intestin irritable, les recommandations ont conclu à la présence de selles de type 6, 7, plus de 25% du temps. Donc vous avez plus de 25% du temps des selles qui sont très liquides, voilà. Et par contre, dans le même temps, il faut que vous ayez des selles qui soient 1, 2, moins de 25% du temps, ce qui paraît plutôt logique. Si vous avez ça, c'est que vous êtes plutôt un syndrome de l'intestin irritable à tendance diarrhéique. Si vous êtes un syndrome de l'intestin irritable à tendance constipation, c'est l'inverse. Il faut que les selles de Bristol type 1, 2 soient au minimum de 25% du transit, voire plus, et que vos selles Bristol 6, 7 soient inférieures à 25% du temps de vos transits. Là, c'est pour les deux grosses catégories, syndrome de l'intestin irritable à tendance diarrhée ou syndrome de l'intestin irritable à tendance constipation. Il existe des formes mixtes qu'on appelle alternance diarrhée-constipation.
c'est quand vous faites 25% du temps des Bristol 1-2 et 25% du temps des Bristol 6-7, je vais y arriver. Et les formes indéterminées, finalement, c'est quand vraiment ça passe du tout au tout et on sait pas trop comment classer ces selles, est-ce que je suis 25, plus de 25, moins de 25%. Donc tout peut se voir dans le syndrome de l'intestin irritable sur le transit. Ce qui va être le plus important, c'est la rupture avec l'état antérieur. Si vous allez à la selle, que vous allez à la selle tous les jours, mais que vous passez des selles 3-4 à des selles 6-7, 6-7 tout le temps, là il y a une véritable modification du transit, il y a une modification avec l'état antérieur, et ça vaut le coup d'aller consulter. J'espère que c'était clair, sinon je vous laisse, je vais vous mettre une petite photo, ce sera plus simple, voilà ce que disent les recommandations, comme ça vous pouvez mettre pause et lire tranquillement, sans vous stresser, sans m'entendre vous mettre la pression. Une fois que vous avez réussi à classer vos selles, donc vous voyez qu'il y a un changement avec d'habitude, vous avez mal au ventre, ça dure depuis plus de 3 mois, vous n'êtes pas très bien, vous allez consulter votre médecin. Est-ce que votre médecin est obligé de vous faire une coloscopie? On a déjà répondu à cette question juste avant, mais c'est important de le redire. Les recommandations actuelles tendent à limiter la réalisation d'examens endoscopiques pour la simple et bonne raison que, premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, il y a quand même des risques à réaliser des examens endoscopiques. Troisièmement, le rendu de ces examens endoscopiques est quasi nul si on a éliminé les pathologies qui peuvent tirer le signal d'alarme. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller voir votre médecin. Votre médecin va très probablement vous prescrire une prise de sang pour rechercher de la dénutrition, rechercher des carences en protéines, des carences en vitamines, rechercher de l'inflammation dans votre prise de sang. Il existe un test qui permet de rechercher de l'inflammation dans les selles qui s'appelle la calprotectine fécale. Ce test n'est pas remboursé pour un dépistage comme ça parce que finalement les effets de ce dépistage-là n'ont pas montré encore de bénéfices dans la prise en charge des patients. Ça coûte environ une 60aine d'euros si vous le réalisez de votre propre gré en ville. Et les recommandations internationales ne sont pas très claires à l'heure actuelle sur son utilisation dans ce cadre-là de dépistage de l'inflammation au niveau du tube digestif. Votre médecin doit aussi éliminer, si vous avez un syndrome de l'intestin irritable à tendance diarrhéique, une maladie cœliaque. Pour ce faire, il va vous rajouter sur la prise de sang la recherche des anticorps de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est l'intolérance au gluten prouvée par la présence d'anticorps dans votre sang. Une fois que le médecin a éliminé de la dénutrition, la maladie cœliaque, l'inflammation et des critères cliniques qui peuvent nous amener à faire une coloscopie, notamment la présence de sang dans les selles, l'antécédent familial de cancer du côlon, ou alors si vous avez plus de 45 ans, en dehors de ces cadres-là, de ces critères-là, pas besoin d'aller faire des examens d'endoscopie digestive et on peut conclure à la présence d'un syndrome de l'intestin irritable. J'espère que cette première vidéo sur le syndrome de l'intestin irritable vous aura plu, aura répondu à pas mal d'interrogations et pas mal de questions que vous pouvez avoir. Je vous laisse mettre les commentaires juste en bas avec l'ensemble des questions qui peuvent vous traverser la tête, car c'est lors de la 3e vidéo que j'y répondrai. Je vais essayer de vous préparer une seconde vidéo sur les traitements de l'intestin irritable. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu catalogue, si je puis dire, parce que voilà, je vais un peu énumérer les choses et ce que vous pouvez faire pour améliorer votre transit. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez me faire plaisir et vous faire plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. J'arrive plus à parler. À mettre un petit pouce et à vous abonner. Ciao!